the Crow Loiseau. Patrick, the Predator Côté. Hey, c'est pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on essaye d'imiter notre invité aujourd'hui qui nous a présenté tellement souvent. Avant de vous le présenter, encore une fois, merci d'être avec nous. On vous invite à nous suivre sur le chat un peu partout, sur toutes les plateformes qui existent. Là. Il y en a tellement, je ne vais pas toutes les nommer. Merci de nous suivre encore une fois. Et cette semaine, on va parler évidemment à Bruce Buffer, qui est un ami personnel, qui est une légende. Écoute, ça fait 27 ans qu'il fait les annonces à l'UFC. C'est incroyable. 27 ans, il paraît super bien, il est en pleine forme. Bruce Buffer, vraiment, il est tellement constant. Il est pareil, à chaque événement, toujours sharp, toujours en forme. Je l'adore. Super bonne personne aussi. Puis, exact. Puis là, on va s'amuser avec lui. On va parler de plusieurs choses. Fait qu'on voulait s'amuser un peu aujourd'hui parce que lui a tellement présenté des combattants dans sa carrière que là, on a sorti une liste des pires surnoms des combattants à la boxe et en arts martiaux mixtes. Si vous en avez, là, parlez-nous sur le chat aussi. On va essayer d'en discuter avec vous aussi un petit peu plus tard. Vous pouvez nous appeler aussi par Zoom. Si ça vous tente de nous parler à la fin, il n'y a pas de problème. On va vous mettre en attente. Vous n'êtes pas obligé d'être en vidéo. On peut juste vous parler vocal aussi. Soyez pas gênés. On est là pour échanger avec vous. On va vous présenter une liste dégueulasse, on va le dire, des pires surnoms de combattants. J'ai pas vu la liste encore, mais Pat m'a dit qu'il va me surprendre, il va me faire rire, alors on va s'amuser. On va passer à notre invité, Bruce Buffer, la légende. Écoute, Bruce, comment ça va, mon ami? Bruce! Bonjour, enchanté. Voulez-vous, qu'est-ce que c'est de souffler au fromage? That's about the extent of my French, gentlemen. There you go. Bruce! Bruce, it's an honor to have you with us. Thank you very much for your time. Oh, it's my pleasure. My pleasure. Anytime. Can you hear me okay? Yes, it's perfect. Actually, it's better than Rampage last week, man. Yeah. Well, I guarantee you I can talk better than Rampage. Oh, for sure. For sure. You look fantastic, I love man. you, Rampage. I love you. I love you. I love you. Bruce, you look fantastic. How you been? Thank How you. you been, my man? I've been good. I was in Paris. I went to Australia. Mm-hmm. Did the UFC in Vegas, and I'm a road warrior like you guys. You know what the deal is. We're on the road, but I got a little bronchitis from this trip. I had to get tested for COVID and everything else. It's just so many things going on out there. But I'm good. I've been training. I've been working out every day. Nobody can stop me from training. I'm 66 now, boys. I got to keep my six pack, right? Oh, so for sure. I saw you on your social media, man. You have one. You still have one. Thank you. I mean, it's unreal, man. You are in the UFC since 27 years, since UFC 10, UFC 8, but full time UFC 10. It's amazing. Can you share us your journey into becoming an iconic voice of the UFC? Oh, thank you so much. And first off, gentlemen, let me just say we have a lot of history together. Yeah. Okay. And I respect, appreciate, and consider you my friends. And it's one of the beauties of our sport is that I think we've grown so big to the level we have is because we're all approachable, Yep. I think hockey players and UFC fighters are the two most approachable athletes in sports with respect to all other athletes in every other sport, And you're crowned role model examples of that. So as far as my journey, obviously who my brother is, legendary Michael Buffer, the greatest announcer of all time, just iconic, set the pace for ring announcing. We met each other at, I was basically about 29 years old. I saw him on TV when Mike Tyson was really big and popular and boxing was like the UFC today. It was the water cooler conversation on a Monday at the office. And long story cut short, everybody came up to me and said, is that your brother? Is that your brother? We finally met. We got together. My dad never told me that he had another son. It was my half brother. He had been married and divorced very briefly during World War II when he was in the service. Wow. And Michael went on and was raised by a foster family and had to leave it to Beaver lifestyle. And he was raised under the name of Huber. And then when he went in the Army at 20, they looked at his birth certificate and said, your name's not Michael Huber, your name's Michael Buffer, right? So he had to change his name. And he went on to be a model and everything else. And he got into announcing at 37 years old, which is the same age I started announcing, ironically enough. Wow. And he became the biggest announcer in boxing. So when we met, I owned two companies. I was making tremendous money back in the early 90s. Beach house, living the life of Charlie Sheen and 2.5 Men minus the alcoholism, just having my fun. You guys know what I mean. So I was enjoying the hell out of myself. Not that I don't still do, but
I was burned out. I was in telemarketing, right? And I owned a variety of different companies. I had my first company in 19. I built brands. I trademarked Let's Get Ready to Rumble and was the man behind the Rumble and man behind Michael. And I said, listen, I'm building this business. I'm going to make you richer and more famous than you ever dreamed. I want to be an announcer, but we agreed I wouldn't do boxing, right? Because it was a conflict of interest and there was no money in it. He was the only man making any money. So the UFC came along. And when the UFC came along, my job as his manager was to get him in every big event there was, which is what I did. I got him on the football fields, TV, movies, we made toys, video games, all the stuff that everything you've seen Michael Buffer do, that's my business mind going to work with him as my partner and doing it together. So I got him in UFC 6, 7, and Ultimate. That was the first UFC I went to was UFC 6 in Casper, Wyoming when Tank Abbott debuted, right? Mm-hmm. And back then, we know it was different back then, okay? No rules, big time different, the whole bit. So he did the 6, and when he went in the octagon that night, Robert Meyer was the owner before Dana took it over 4 years later, 4 years later. They had him say, if it's not in the octagon, it's not real, right? Well, Michael had a big contract with WCW Wrestling. And if you remember back then, as well as now, but back then especially, wrestling was like somebody's going to die, this is going to happen, kind of similar to UFC, right? Mm-hmm. Hulk Hogan punches you 20 times in the face. You know, you're supposed to believe that's real. And it is to a point, but we both know your face would be mashed potatoes if that really happened, right? So then the court case came in where it was sports entertainment, they had to call it. But back then they wanted to keep a different thing and they didn't like the UFC. So I got a call on Monday after we got back from that UFC 6 show from the WCW. And basically they said, what the hell are you doing putting Michael in that crap, right? And I said, hey, he's free to do whatever he wants. We've got a contract. I have a 3-fight deal with him with UFC. They're paying him good money, but WCW is paying him like huge money. So I said, listen, let him finish the 3 shows. He can stay with you guys, do his boxing, do everything else. So Michael would have not been able to grow with the UFC the way they expanded. So when I pulled Michael out of UFC, I called UFC and I'm like, hey, you need a buffer in the octagon. You need me. I want to be your announcer. I will grow with you. I have the media contacts you don't have. I'm a brand builder. I will help you build this brand. I won't ask for $1. All I want to do is become the announcer and grow as the announcer and perfect my craft. Well, it fell on deaf ears. So then I got and I would fly to New York. I try to convince him when I was on business. All this, you know, when you want something, you got to ask for it. Okay. I always tell people, you want it, ask for it. Don't wait for things to happen. Make them happen. Okay. It's like, you know, throwing that punch, you know, you knock out or you get knocked out, but you got to go for it. Right. So I basically I got a videotape from a guy. Now you may remember this guy, Scott the Pitbull Ferrazzo. Mm-hmm. Okay. He was a big 340-pound, 6'1", man, hands down to his ankles, the perfect Neanderthal that the UFC loved back then. I remember you know, and him he was losing to Vitor, that big fight with Vitor when Vitor first started, right? Yeah. Right, when Vitor was an absolute friggin' monster, right? Still is. So a little bigger than he is today. So I got Scott into UFC and they flew me down with him to buy him on Puerto Rico for UFC 8. And I convinced the owner, Robert Myers, to let me announce the prelims, which he let me do. So I did that. I thought they'd hire me. They wouldn't hire me, right? Now, 6 months later, I get a call. I'm in the hospital with my mom. She just had a serious operation. Envision like Rocky Balboa can't train because his wife is in a coma. She never wanted him to fight, you know, and he can't train while his wife's in the bed. He's sitting beside the bed waiting, and she finally wakes up and she goes, win, right? You know, go for it. Well, I'm sitting in the hospital with Mom, and I get a call from the owner. Said, listen, we need you in Dothan, Alabama in 2 days to announce UFC 8. You can do the whole show. I said, I'm with my mom. This is the most important person in my life. You know, this is going on, blah, blah, blah. I don't know if I can go. Let me call you back. Hung up the phone. My mom looks at me. She goes, that's the call you've been waiting for, right? I said, yes, Mom. She goes, go. You got to go. All of a sudden in my head, I hear dun, 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 dun. This is a goosebump story, man. Yeah, the story, the whole bit. So then I get down there. I do the job. And I think I do an okay job. I look at it now and I'm like, no. You know, it's totally different back then. But I came back and I'm thinking, okay, now I'm in, right? So now I call him up. I said, okay, listen, I did that. Let's talk, right? I'll do much more than just be your announcer. And it fell on deaf ears again, and they hired somebody else, right? So now another 6 months goes by and they give me a call. They say, listen, we're doing the show Friends, right, with Warner Brothers. And Friends was the biggest comedy on TV around the world at that time.
And they said, the announcer, it's Tank Abbott, it's John McCarthy, John Favreau, the actor, and they want a real announcer. They were going to do voiceover. So would you like to co-star in Friends? I'm like, yeah, sure. Right. So Warner Brothers sent down a runner. They got film and tape. They called me up that day. They go, be in the set 6 o'clock tomorrow morning on a Tuesday. You're going to rehearse all day. On Wednesday, you're going to film all day. You're going to co-star as yourself. Well, only a handful of people, like less than this, have co-starred on Friends, right? So I called the owner. I said, look, I'm going to co-star in Friends. I'm going to do the job, but I need to talk to you. I want to talk to you at lunch on the set. And I went up to him. I said, look, it's been a year and a half. I fly to New York. I do this. You know the kind of person I am. I'm much more than just an announcer. I'm going to ask you one more time because I feel like a girl waiting to be asked to the prom and nobody's asking me, okay? I want to be your announcer. Let me grow with you. Let me help you build this brand. It's going to be the biggest thing in fighting sports, what I truly believed back then. I believed it with my heart. And it was the best poker hand I ever played, boys. And then from UFC 13 on, I did every single show. And it grew. You know, we did 3 shows a year and then came 6 and became 12 and it became what it is today. And I can give you amazing number of stories, which I write about in my book, It's Time, which I had released in Canada too. I'll tell you stories nobody knows about, the fights that happen outside the octagon as well as inside the octagon. You name it, it's in there. Yeah. I even have a chat. People don't know you can fight. People don't know. People think you're just a man on the mic. Don't mess with Bruce, man. Don't mess with Bruce. Bruce Buffer can lay the smack down. Hey, you have a few stories. You have one? Can you share one with us? One. I know the one I know what you're going to ask me. Go ahead. Frank Trick, the Frank Trick elevator with Dana White. Please run it. All right, I'll tell you. Now, what I'm going to tell you, and the way I wrote about it in my book, and I'm going to preface this, Frank and I were friends, okay? We still are today. When I wrote about it in my book, when I talk about it, he had me on his radio show 6 months after this happened, and I listened to it and wrote it exactly the way Frank told it, and I told it. So this is true. And Dana White was there, and we'll go on. So anyway, what happened is we were doing 2 of the Ultimate Fighter Tough shows in 1 week, and I had to stay in Vegas. We just finished the first show. I go up to I'm in the Hard Rock, and you know, back then, and not that I don't do it now, but you know, I'm always into a good night of fun in Vegas, right? So we go to the hotel, we go to Mike Goldberg's room, Frank's there, we have a drink, we're all going to go out to dinner, and then I'm going to go out, you know, party it up. And we go to the elevator, we're on the 10th floor of the Hard Rock Hotel. The elevator opens, there's Dana White and a security guy, Tom. So Mike walks in, Frank walks in, Frank right away, you know, when are you going to put me back in the octagon? He starts talking about it, which is okay, that's cool. So picture this. How do I do this? Because you're looking at me. This is the elevator. You're looking in the elevator. Here's Dana. Here's Frank. Here's me walking in. Frank's talking to Dana. And I noticed Dana has this really cool watch band. And I'm a watch freak, right? So I just leaned over and go, Dana, that's a really cool watch, right? All of a sudden, with Frank behind me, I get a ridge hand in my throat, right? Not an easy ridge hand. A ridge hand in my throat. I turn around like this. I'm like, Frank, you hit me. Why the F did you hit me? Right? And he said, honestly, guys, I'm not trying to act tough. You know, I'm a kid from Philadelphia in Texas, and I grew up in Malibu since 15. I was a surfer, and, you know, we had battles as surfers. We're very territorial. Try to get ground and pounded on the sand. It's a lot different than a mat. It's definitely. So I said, Frank, you hit me. Why the F did you hit me? And he looks at me, he said, well, what are you going to do about it? I just reacted and went pop, pop, right? Were you guys friends at that time? Like, you guys were cool, right? Yes, we just had a drink. He wasn't a stranger. He was not like, oh, I know about Frank. Okay. No, wow. We just had a drink in Mike Goldberg's room together. Wow. Right? So anyway, you know, and it was a hard rich hand. It was hard enough to make you notice. So I just popped him twice, and it just started going on. And then the doors closed behind us, and we're just going at it, and Dana and the security guy are up against the wall like this. And, you know, it's 10 floors. What does that take? You know, 25 seconds. And your average street fight lasts friggin' 15 seconds anyway. Yeah. So, you know, we're going at it. And then he knees me and one of my friends, and I shoulder turn him, pushed him against the back of the elevator. He comes back, and all of a sudden the door's coming up, and I've got my arms around him, and I almost felt like going Matt Hughes, like, you know, just call me Matt Hughes. Right. So anyway, all kidding aside, the doors open. I throw my hands in the air. I go, Frank, we're done. Now, the reason I did that,
I probably would have kept going. But the reason we did that is because at the Hard Rock Hotel, there's all these glass encasements with all these collectibles. Yeah. We would have piled out of that elevator. God knows one of us would have gone through the glass. I mean, I thought about this like in a split second. And we stopped. Adrenaline's pumping, laughing. I look down at my thumb. It's peeled back. I can see the bone in my thumb. I don't know. I might be cut on his belt buckle or his ring. You know how this kind of crap goes in a fight. So Dana's like enjoying it. And, it's like, okay, sorry, Frank, sorry, Bruce, this, that, and the other. I went to the paramedics that were still there. And I said, can you super glue it? Can you close it for me? And they go, no, you need stitches. So I went to the triage, the emergency room. And I walk in, the funniest thing, I'm sitting in the thing and I'm hearing my voice because they're repeating the show I did earlier in the night on the TV. So here I am, I'm in the triage, I'm in the emergency room. Doctor comes in, does a double take, basically says, what the F are you doing here? And I get 6 or 7 stitches to close it up, tetanus shot, bandaged up, went out to a nightclub, had a lot of fun. Later on, saw Joe Rogan and Eddie Bravo, having a good time. I won't go any deeper than that. And good old time. Good it was a great time. For sure. I'll tell you, Patrick, it was a great time. I felt like I was 25 years old all over again. And quite frankly, I'll do it next week. It was a great night. I announced the show. I got a friendly tete-a-tete with who was once a top 10 welterweight in the UFC. And at that time. Go out and, get a couple kisses from a missus and, felt good. So all good. Anyway, we laugh about it now. But then Dana did a, I'm sorry to be so long. Mikey Burnett, remember him? Yep. Yes. So Mikey Burnett. Lions Den, right? Lions Den fighter? Yep, Lions Den. Yeah. Oklahoma, good old Oklahoma fighter. So Mikey Burnett comes up to me a couple days later, and I don't talk about fights, okay? I'm not, those that talk don't do, those that do don't talk. That's the school I come from, okay? So that's the way my dad taught me. He said, they talk to you, hit them right between the eyes, keep punching until they're done. So he comes and goes, hey, Buff, I heard you took it to Trig. I go, Mikey, how do you know? I'm not telling anybody. He goes, Dana's telling everybody. Yeah, for sure. For sure. So then they made this animated show about it. And, it's one of those things that comes up. And I don't ever show any disrespect to Frank. We're friends the whole bit. It's just one of those things. I come from the school that you have a tete-a-tete, and then you have a beer after, and you're either friends or you're foes. It's just the way it works. And I want you to talk to us about this another story that you went to the hospital after UFC. It's the famous Buffer 360. What's the story behind that? Because you did that at UFC 100 when you present Brock Lesnar. And what happened, actually? Because I remember I was there commentating in French, and Joe Rogan and I look at each other, and we're like freaking out. We're like, he did that. He really did that in front of us. 360 with the dress shoes and all that. Oh, he dress shoes the whole bit. The thing is that you guys know I don't stand still, okay? I used to when I started, and I said, screw that. I gotta do this the way I want to do this, right? Yep. So, and respect to you, you let me in your space, I do my thing. I never instigate the fist bump. That's the fighter to me. I never instigate the fist bump. I just give it back. So, Joe was talking to me one night before a show, and he's like, we're at the weigh-ins, and he's saying, you do this, you do the 90, you do the 180, you do this, you do this, you do this. I mean, can you do a 360? Or what else could you do? Could you do a 360? I said, of course I could do a 360. And I had an overcoat on, shoes, and a suit on. We were in London, I think it was. And I just jumped up and spun around and came down. I mean, I could throw every kick named in karate. It's just I've been a martial artist since I was 12. I've trained. I have 3 black belts. All respect. That's why I love this sport so much. So he said, oh, that's great. And then he made a video about it, and he put it out, and it went viral with all our wonderful, amazing fans we have. So for like 6-9 months leading up to UFC 100, it's like, Buffer's going to do a 360. Buffer's going to get it done. Buffer's going to, and it's like, thank you, Joe. You put me on the spot. So he would ask me, and I'm like, if I do it, maybe I'll do it at UFC 100, right? So then he asked me before the show, and I said, listen, if I do it, I'll probably do it during the main event, but I'm not going to tell anybody. I'll know when I want to do it when it happens. So the night of the show, I'm in my room, and I never rehearse announcing. And I don't like to rehearse. I like to be organic. But I tried the 360 3 times in my room, and I slipped twice on the carpet. I mean, I pulled it off, but when I landed, I slipped on the carpet, right? Well, the carpet's not the canvas in the octagon. So I said, okay, am I going to do this or not? So now it's the main event. It's Brock Lesnar and
Frank help me Mir. out. Frank Mir. So I do Frank Mir. I turn out of the corner of Frank Mir. I'm walking over to Brock Lesnar, and I'm telling myself as I walk over, I go, if I don't do a 360, I'm going to be the bitch of the internet on Monday, and that's not what I want to happen, right? So I went in, did the whole thing, and I go, Brock, jump up in the air, got off the ground, did the 360, landed, threw the card in his face, Lesnar, right? And he put his hands in the air, and it was perfect. I mean, a movie writer couldn't have written a better script for how it went off. And out of the corner of my eye, I see Rogan and you guys all going nuts and everything. And I go, inside, I got my face, but inside I'm going, yes. Yeah. So all done. But it's one and done. I've done 360 grounded, but I'm not going to go jump up in the air. I've already blown two ACLs for the UFC. I don't need to. I'm sick of rehab, so it's all good. Bruce, the 360 is one thing, but what about the famous phrase, "It's time"? I have a martial arts school now, so I teach, and when it's time for sparring, I'm like, guys, ladies and gentlemen, I do your line, man. I love it. Please, I love it. don't Thank sue you. me, please. So that don't means sue me. you owe me money. You owe him money now. Hey, please, That's please, the thing. do I have your approval to do it in my gym in private? Can I do it? Yeah, Carte blanche, baby. Go enjoy. My man. So where does "It's time" come from? Because, man, it's iconic. I love it. Everybody loves it. Everybody, everybody says it, man. Thank you so much. Your words. I'm telling you guys, I'm sitting here blushing. Thank you so much. So, okay, when I started in the business, because of my great brother, right? It's let's get ready to rumble. All the announcers are copying them. They're all trying to go, let's get ready to this, let's do that, let's do this, which kept me busy with my attorney stopping every company and major team from copying them. That's another story. I told myself, I'm not phrase driven, right? It's not what I say, it's how I say it, right? So that's how I wanted to enter into announcing. And like anything else, whether you're a fighter or a singer, whatever, over time and over years, the evolutionary process, you perfect your art. So I realized about 6-7 years in, I never started doing "It's time." At the beginning of the show, I would say, "It's time to begin the Ultimate Fighting Championship," right? But when Dana bought the company, I want to get back now. I want to get back. Wow. So when Dana bought the company, I got called into Vegas. I live in LA. I got called into Vegas for the Godfather meeting, or the Bald Father meeting, however you want to call it, right? So we sat down. We always got along because he was managing Tito and Chuck before that. I knew Dana. And he's like, this is what I like. This is what I like. This is all good. He goes, the two greatest announcements I've ever heard were your brother with Riddick Bowe, Evander Holyfield won, and you when you announced Tito Ortiz and Evan Tanner in Atlantic City. I'd like you to keep that same tempo, and I'd like you to cut out the "It's time to begin the Ultimate Fighting Championship" in the beginning. And he thought I was too wordy. And that's okay. I like that. I wanted to be shorter, right? People say I'm a long-winded announcer. That's crazy. I'll put myself up against anybody. I'm probably the shortest amount of time, the biggest hopeful punch. So I said, okay, Dana, that's fine. So then I was thinking, like, what would be a good thing to just bring him in? Because here's what happens, guys. In the main event, it's like, this is the main event of the evening, right? Sanctioned by the Las Vegas, Athletic Commission, sponsors, blah, 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 judges, blah, blah, all respect, judges, blah, blah, blah. Director, executive director, you lose the audience. You pick them up and then you lose them. So you want to bring them back in. So I thought, what can I do to bring them back in with more of a punch before I introduce the Warriors, right? So every day for years, I've always, when I'm shaving in the morning, I look in the mirror and go, it's time. It's time to have the best day of my life. Time to produce the most I can, blah, blah, blah. And I thought, okay, the fans have been watching for 5 hours. They're sitting here in the arena for 5 hours. This is the main event. Great warriors like you have been training 6-8 weeks. This culminates into the biggest moment of your life. It's time, right? So then I started saying, it's time. And it's not the same as I say it today. Again, the evolutionary process. But when I noticed it really took off, was in about 2003 or so, or give or take. We went back to Brazil after MMA was not allowed in Brazil for a number of years. And we were in Rio, or I think it was Rio de Janeiro. And we were at the arena. And when I did "It's time," almost the entire arena, who's Portuguese speaking, said it with me. And it's like, I don't hear it. I'm so focused on you. I don't hear the audience. But when I got out, Stitch Duran, the famous cut man, came up to me and goes, "Buff, did you hear that?"
I go, no, Stitch, I'm just focused on the fighters. I'm doing my job. It's about them. It's not about me. And he goes, Buff, they all said it with you. I said, what? Really? And then I watched it on TV and I go, oh my God. And that's when I noticed it had legs and started to take off. And now that happens not just with its time when I go, and now, or this is the main event. I'm hearing it all over and wow, what a compliment that is. Then I started realizing that I had a trademark, and I did trademark it, but I have a trademark like Let's Get Ready to Rumble. And with all the experience and history and years I had of marketing and branding, Let's Get Ready to Rumble, I've applied the same thing this time. And that's why I have like products now, which like my new cologne, the It's Time cologne. Nice. Yeah. I have a whole line of toiletries coming out, but the It's Time cologne, it's the #1 selling cologne on Amazon in America. It's the top selling cologne in England. It's in 30 countries now. Congrats. And Canada. It's coming in. And I'm going to be coming out with a whole line of, pardon me while I show for a second. Oh, it's Hey, good. man, It's plug going. it, plug it, wait. Yeah, cologne. There's the aftershave, you know, coming up. Nice. There's moisturizer, body wash, face wash. Forget Axe. Don't get Axe spray. Get It's Time spray. Where do you see this stuff? It's awesome. So I do that. And then I've got, this is the big one. You're going to see this in Canada. This is the finest energy drink you will ever drink. Nice. Coming out. I'm trying to get it for your camera. Yeah, we'll see. Nice. There it is. What's in there? Caffeine? What else? What you got in there? Okay. 200 I got grams green of coffee caffeine? bean, 200 milligrams of caffeine. I think in Canada, you're only allowed 170 or so, but whatever it is, we're bottling it perfectly for Canada. But it's from green coffee beans. There's vitamins, minerals, B12, amino acids. There's no sugar. It's sugar-free. It's all it's healthy for you. Okay. As healthy as it gets. I'm not a big fan of the energy products. I won't name the names because of the stuff that's in it. It's not really good to drink cans of that every day. You can drink 4 cans of this a day and not crash. Right. Oh, wow. And this will be followed up by a whole line of nutritional products. And the next product will come out is my hydration drink. So I got to show Logan Paul how to do it the right way. Oh, we got to show. That's it. It's like I'm showing Conor. Actually, he's doing pretty good, but see if you can do better. It's going to be awesome, man. Yeah. Logan did really well. Logan sold $220 million of the product his very first year. He's a buddy of mine. I actually was the voice for his drink for the first 6 months it was out. We're friends. I kid him all the time. But I want to get back on what you said about the fans, about the voice and It's Time, and you want to cheer up the fans after that announcing the judge and the referee. It's not only the fans, it's fighters too, because I'm going to tell you from our side, that's the last thing we hear before just punching each other in the face. Yeah. So that's super important that you are who you are, because if you're not like enthusiastic or something like that, we're already pumped up, but when you do it, it's like it's rocket, man. You have to understand, Bruce, that in every single fighter's visual preparation, you're in there. You know what I'm saying? Like everybody that gets ready for a fight a fight in the UFC has to visualize you announcing them as the as the contender and also as the winner after the fight. So you're in a lot of guys' heads. You know what I mean? So your job is really appreciated, and it's part of the visualization of the fight. Yeah, it's part of the sport, man. I love it. You honor me with your words, but you also honor me with what you just said, because I've been doing this for over 27 years. Again, I'll say the show is about you and the fans. It's not about me. It's about the fighters and the fans getting their just entertainment. But I am there to take you to that next level. The fact that you just said what you did makes all the work I've done, all the Roach motels and all the things I've been through to get to this point. It's the money. I love the money. Okay, I'm all about making the money and the first one to cash a check on a Monday morning at the bank. But it's not about the money. What you just said fulfilled my career. That's what it's about for me. That's why at 66, I'm 66 now, and you say, how long am I going to last? As long as I physically can do what I do, I want to be in this game for another 10 or more years, right? Wow. I train every day to stay in this friggin' game, right? I used to train to compete. Now I train to get older, travel, but to make sure that I do my job. Well, you guys make weight. I got to make announcer weight every Saturday, okay? I got to make sure I'm ready to go. But thank you so much for your words, because that means the world to me. Oh man. But that's the true honest. Yeah, man. Seriously. It's honesty, man. It came from the heart.
You know, a lot of people ask me that. Do you miss fighting? I don't miss the sport, but I will always miss, you know, the walk to the octagon, the crowd, and Bruce Buffer just yelling my name, like just getting pumped like that, because I will never be able to recreate that anywhere. But wow, I had it in my mind. You know, it's forever now. You know what an honor it is to have been announced by you. You know, like you're a legendary guy, and not only that, it's just I associate greatness with consistency. You're so consistent. You're always delivering show after show. Not one night we're like, he has a night off. Yeah, Bruce doesn't look like himself tonight. Like, you're always so consistent. So, man, you're the man. You know what I'm saying? Like, it's great to have you on the show. Thank you so much for being with us, man. It's my pleasure, and I'm you know, I've got all the time you need, but it's my pleasure. But I guess I fooled you a couple times. You don't know when I've had a blown out back, or I'll tell you one quick story, or laryngitis, or 102-degree temperature, or whatever. Because you know what? You're fighting. You're putting your blood, sweat, and tears and life on the line. I'm announcing. I can get through this. I can do whatever it takes to get through it with a smile on my face. And one quick story is an example. We had 3 shows in a row. The only time the UFC ever had 3 shows in a row, one after one, 3 days in a row. The night before the first show, they said, we have a lip sync contest we'd like you to be at. I thought they wanted me to host it. They go, no, we want you to do a song. So I picked Billy Idol's Rebel Yell, and he jumps at the beginning of the song, right? So we had a stage there that was like a flimsy or whatever, and I jumped. And however it happened, when I landed, I heard that same pop that I blew the other knee out, announcing Jake Shields and George St. Pierre in, I think it was Toronto at the Rogers Center in front of 55,000 people. But, you know, I didn't fall, and I got the announcement done, but I severed my ACL that night. I hopped out of the octagon. Show must go on. So I literally severed my ACL at the beginning of this 3-minute rendition. You can go on the internet and say Bruce Buffer blows leg at lip sync contest. You'll see the video. And it went out twice before I finally fell down on the stage, still doing the air guitar, getting up and doing it. Okay, I got through that. But I went and got an MRI the next morning, and the doctor says, you just severed your ACL. You need to lie in bed for 3 days, rice, you know, ice, all that stuff. I go, I can't do that. I got to be in the octagon in 4 hours, right? Get me a brace. He goes, well, we don't have one here, but we'll get you one at the show. I did that show on one leg, right? And then I would go home and ice it. I did the show the next day, go back to the room, ice it. I did the show the next day. And actually, you did 3 shows in one leg. I did 3 shows in 3 days in a row. Yeah, I know. I was there. Yeah. It was crazy. So then I got back, and due to certain reasons, I never had that ACL replaced. I just trained and trained and trained. So I'm living without an ACL on my left leg. But hey, I'm not playing soccer or surfing big waves anymore. It's okay. It's all good. Wow. We had the part of the show today. It's we're gonna talk about like the worst nickname of fighter of boxing and MMA or UFC fighters, and you did that. Wow. And you do that since 27 years. In your opinion, who has the worst nickname that you did announce in all those years? Or some of them. There's more than one. Give me the worst one and the best one. You know, well, the Iceman Chuck Liddell is always a good one. Yeah. That's it. You know, you guys are kind of putting me on the spot here, because you know how you get asked what's your favorite movie and you can't remember. I mean, I've announced every fighter there is. That's a tough. Give me some of the ones you came up with, and let me see if I agree. Oh, but I mean, like Carter Esparza, the Cookie Monster. It's horrible. No, that's one. Not exactly a fighter's nickname, is it? No, exactly. So there's a couple like that, but you know, I don't want. Well, the one yeah, go ahead. The one that I love is when I announced Tui Tuivasa, and he's got Bam Bam. Yeah, you know. Bam. And I give him a double jab, you know, with the Bam Bam. It's like so much fun to do that. Bam Bam. Yeah, because in all those years, you create, you know, something with different kind of fighters. You know, there's not a lot of fighters that like to do a fist bump, but you know now with how the fighters are gonna react when you say their name or something like that. You know, and you're really, really respectful about, you know, the bubble of the fighters. That, like you said, you don't engage the fist pump or something like that. And if you feel that you can go close and just yelling his name in his face, you felt that, and you know fighters now who like that too. Oh, absolutely. You know, Michael Maverick Chiesa. You know, Maverick's a great nickname.
You want to stay on the positive side. Oh, that's okay. You don't want to call out the... man. We're gonna... I never like to talk. You know what? It's like asking me who's going to win the fight. I always say, man, the best man or woman win. Yeah. You know me, guy. You know me well enough, guys. Unless we're in a private conversation, I don't talk down about anybody. You know, because listen, being a fighter is the loneliest, hardest sport in the world. I mean, you train with your crew, but once that door closes, it's just you. Yep. You know? Yeah. And I have so much respect. I understand fighter mentality. I've been around fighters my whole life, even before I got in the UFC, my work in boxing and just my own training to, with fighters that I've trained with. I just have so much respect. I never, ever want to show disrespect to anybody unless they're an a-hole in my face. Okay, that's it. In an elevator, right? hey, Bruce, what is your most memorable moment inside the octagon? Whether it's announcing, like before the fight, or when someone close to you, had a great win performance. Is there something that comes to mind? Well, I can never tell you who the greatest fighter, greatest moment, greatest person is because there's so many, but. If you just go back to the Ultimate Fighter 1, when Forrest Griffin and Stephan Bonnar fought in that amazing fight, and in the end when Dana walked in and he awarded Stephan Bonnar the contract as well as Forrest, and you can see me in the background jumping up and down like a kid, the whole bit. It was so emotional at that point. I was just so happy for both of them. And it was really a turning point for the whole UFC. I mean, that's the fight who saved the UFC. Yeah. Yep. Yeah. I mean, we put Spike on the map, and Spike TV put us on the map, and that was the night. We went from like a 5 share to like a 15 share, people tuning in to watch that fight. Wow. Great moments like that, as well as horrible moments for me, emotional moments when I see a fighter, without naming names, where this means the world to them, their family, this is their future, and they lose, or some of these bad decisions we've made that I've had to read, and it just rips me apart. And I'll walk up to the fighter who lost, to console them, whatever the case might be. All I can say is I just have my respect factor for you as fighters, as well as men, it's just very, very high. It's very tremendous. Oh, thanks. And that's what keeps me going. I mean, this is I work in the greatest sport in the world. I'm just not going to. I never want to wake up and say I'm going to work. I live life by design. I'm living a lifestyle, Yeah. That's the best. Hey, Bruce, what's coming up for you now? Any exciting projects coming up? I know you show us a lot of things that's coming. Can't wait to have that in Canada. But your energy drink, your cologne, your beauty things for men, all those things. Beauty products. Anything else? Well, I mean, one more product I'll show you is. And I'm going to show Conor McGregor. I'm showing Conor McGregor how to do it the proper way, even though he's got to show to everybody, man. He's got to show to everybody. Oh, alcohol. Yes, my punchers. God, this camera, I can't seem to get it right. Where is it? There. Can you see it? No, we can't. Now we can. There it is. Good. Yeah. This is Puncher's Chance. Puncher's Chance. Okay. What is it? Yeah, this was it. Whiskey? This is my bourbon. Okay. It's bourbon. Bourbon. And I've had this out for 2 years now. It's won over 10 gold medals, platinum medals. It's called the top 5 best sipping bourbon in America. It's coming into Canada now. And I'm very, very proud about this. This is really, I love this project. I'm a bourbon drinker. I don't drink a lot, but if I drink, I like a good bourbon. So I come out with that, and then I came out with a new single barrel version called the Undisputed. Right now, I kind of dipped into this one. This is a marketing genius. This is the guy. For sure. This is the guy. I'm a brander and a marketer. I love brand. I teach branding and marketing to companies. I'm going to Australia to do a speaking tour in a couple months. Fantastic. I just like seeing people successful. I have a 3-foot theory. If everybody around me can be healthy, prosperous, and happy, then it'll all come back to me, right? So that's the way I look at it. Awesome. Wow. Beautiful, Bruce. It was an honor, man. As far as I have other projects coming up, but I don't like to talk about them until they're out. There's some pretty exciting things happening. Cool. So. That was an honor, and if I don't know if you know it, but you can personalize a lot of things for you, like a wedding, like a gender reveal, all those things on your website. I saw that. I was like, man, you can do everything. Can you imagine that you go in your wedding and it's Bruce Buffer announcing that your entrance? If you go on YouTube, just put Bruce Buffer weddings and look at some of the videos. Now, give me a second on this one. You just brought up something I forgot about. Again, to talk about making people happy. Sure, I got to charge a little coin and I get partial proceeds to charities and stuff like that. But I'm on Cameo.
You know Cameo? Yep. Yes, Cameo. Yes. I'm like their top 10% of producers on Cameo. And then on brucebuffer.com, you can write in. I have special offer for an audio championship introduction or video to be introduced, like I introduced you in the Octagon. And then I do probably 5 to 10 or more weddings a week, birth of babies, you know, coming out now. You know, it's like whatever the case might be. The offers I get, things people request. But there was one video that was released on Cameo where the guy was breaking up with his girlfriend, right? And I said, Kylie, it's something like, Kylie, it's time to move on, right? No. But the thing is, I didn't do that because he was breaking up with her. He made it sound like she was getting a new job or a new car, right? But in essence, he did it to break up with her. And it made TMZ and New York Times and whatever. And it actually increased my business like 300%. Like I felt like an a-hole. It's like I would never do that. I would never ever do that. Did more people start calling you and requesting these breakup speeches? I got a couple requests. I go, no, it's not going to happen. Not going to happen. No way. I won't do anything bad like that. But the thank you notes I get for championship intros or babies, especially weddings. My partner Kristen, who at brucebuffer.com, she'll be the one you talk to or deal with on email. It honestly brings tears to my eyes, guys. It's seeing people so happy to be. It's an honor. It's an honor to announce you in the Octagon. It's an honor to be part of somebody's special day on their wedding, for God's sake, right? Awesome. You bring joy and happiness to the world, man. You're the man, Bruce. Hey, Bruce. You know, pay it forward. Pay it forward. Yes, sir. We're going to let you go. Thank you very much for your time, Bruce. And thank you. We'll finish the show. Can you do us each time? Absolutely. So help me out in the French pronunciation of your podcast. It's l'ultime podcast. L'ultime. So basically, you know, the ultimate podcast, but in French. Ultime podcast. Ouais. Ultime podcast. Ladies and gentlemen, it's time for l'ultime podcast. Yeah. The man. Bruce, thank you very much. Thank you so I much. hope you well, and can't wait to see you back in the Octagon in 2 weeks. Absolutely. No, I can't wait to get back. And go ahead and use that any way you want, gentlemen. You're my buddies. Okay. Thank you very much. Awesome. If you need a special announcement for your show, you just write me and I'll do it for you real special, whatever you want. Oh, thank you. Thank you, Really sir. appreciate that. Thank you. Okay, you got it. Thank you. Man. All right. Cheers, gentlemen. Take care. Be safe, all right? Thanks. Yes. You too, my man. Okay, Wow. bye-bye. Bye. Qu'est-ce qu'on dit après ça? Bon, à la semaine prochaine. C'était ça. Non, écoute, tu sais, Bruce, c'est un ami à moi. C'est une bonne connaissance aussi. Je veux dire, c'est une légende. Puis on savait qu'elle allait être super généreux avec nous. Tu sais, j'en ai vu, pas beaucoup, mais tu sais, c'est sûr que notre monde à nous, c'est pas comme le hockey, que beaucoup de Québécois. C'est sûr que les entrevues, la majorité vont être en anglais. C'est ça notre monde à nous. Je comprends que c'est un podcast francophone, mais je veux dire, c'est incroyable qu'on ait Bruce Buffer, c'est incroyable qu'on ait eu Mike Dolce. C'est des invités qui sont légendaires, internationaux. Donc, on va chercher ce qui nous intéresse, puis ce qu'on veut parler aussi des légendes comme ça. Puis c'est pas facile d'avoir Bruce Buffer, je vous le dis, là. C'est pas facile d'avoir Bruce Buffer. Nous, on le connaît, on a développé une relation avec. Mais ça va être ça, notre podcast. On n'aura pas le choix. On va avoir des invités qui vont parler français aussi. Ça s'en vient la semaine prochaine, on va en parler. Il va parler français. Mais je veux dire, c'est ça notre monde à nous. Ça. On n'a pas le choix. Là. Exactement. Il faut comprendre qu'on a été dans l'élite mondiale des sports de combat, des sports de combat ultimes. Alors, même le coaching, à Montréal, le coaching, c'est surtout quand on a commencé, c'est anglophone. Les coachs, des coachs brésiliens, des coachs... le sport est anglais, les clés de bras, les prises de soumission, même le striking, tout ça, vous avez vu, je le dis en anglais, le striking, c'est les coachs de boxe. Mais moi, pour commenter, ça m'a pris quand même longtemps avant que ça devienne un réflexe. Les termes viennent un réflexe, que je le dise en français pendant que ça se passe vite. Exactement. C'était juste une petite parenthèse parce qu'on fait pas exprès là, pour parler en anglais, pour avoir des invités juste qui parlent en anglais, mais c'est ça notre monde. Mais on va traduire quand même les grandes lignes de Bruce. Je veux dire, il a commencé à l'UFC 8 à temps partiel, faisait juste les préliminaires. Et là, finalement, à l'UFC 10, ça a commencé à en faire plus. C'est finalement à l'UFC 13
qui a vraiment embarqué à temps plein. Il disait, si tu ne demandes pas, tu n'auras jamais rien. Fait que c'est lui qui les a un peu gossés en voulant dire, OK, vous me voulez. Ça a parti un peu de l'émission Friends. Il voulait Friends, qui est un sitcom américain, si vous ne connaissez pas ça, mais il a été invité là comme la voix officielle de l'UFC. Il a dit, OK, attends un petit peu, là. Si vous me présentez comme ça dans un sitcom, ben là, moi, je vais faire la vraie job après ça. Exactement. Puis, quoi d'autre qu'il a mentionné? Il a parlé un peu de une altercation, avec Frank Trigg, un ancien combattant du UFC, dans un ascenseur avec Dana White. Et Frank Trigg lui a manqué de respect. Alors là, Frank Trigg lui a donné un coup dans la mâchoire et puis pas dans la gorge. Puis là, ils se sont battus dans l'ascenseur. Et puis c'est ça, c'est d'autres choses. Et le Buffer 360, donc il a fait un tour sur lui-même. C'était une gageure qu'il avait faite avec Joe Rogan à l'UFC 100. Et finalement, il l'a fait, le 360. Il l'a pas dit, là, parce que pour ça, j'avais dit qu'il était allé à l'hôpital, mais il s'est blessé au genou en faisant ça aussi. Puis il s'était pété à l'ACL une 3e fois quand il a fait ça. Puis c'est ça. Puis il a fait ça pendant le combat à l'UFC 100 face à Frank Mir et Brock Lesnar. Puis je me souviens, j'étais là, moi, puis Joe Rogan, puis moi, on s'est regardé. On peut pas croire qu'il a fait ça en avant de nous. On a vécu ça. Vous pouvez le voir sur YouTube, marqué Buffer 360. Vous le voyez, en annonçant Brock Lesnar, il fait un 360 sur lui-même. Il parlait aussi d'un moment très mémorable pour lui. C'est celui où quand Stephen Bonner et Forrest Griffin, la finale du premier Ultimate Fighter, lorsque le combat quand Dana White a annoncé les gagnants et tout, il a remis une plaque à Stephen Bonner et à Forrest Griffin. Bruce Buffer était là parce que c'est le combat qui a sauvé le UFC. Oui, parce que, une petite parenthèse d'histoire, là, avant de faire l'Ultime Combattant 1, la première saison, l'UFC était prêt à mettre la clé dans la porte parce qu'il perdait trop d'argent. C'était 20 millions dans le trou. 20 millions dans le trou. Et c'est Dan Lambert qui voulait reprendre ça. Dan Lambert qui était le propriétaire, qui est encore le propriétaire d'American Top Team. Et Lorenzo Fertitta, qui était le patron de l'UFC, propriétaire, il dit, OK, attends un petit peu. Il allait lui donner les clés, puis il dit, attends un peu, je vais dormir là-dessus. Puis le lendemain, il a eu l'idée de, on fait d'Ultimate Fighter. Et c'est ça qui a sauvé la compagnie. Je peux pas dire le sport, mais c'est ça qui a sauvé la compagnie. Et à cause du combat de fou de Bonner et Griffin sur Spike, c'est à cause de ce combat-là qu'aujourd'hui que l'UFC existe encore. Exactement. C'est fou, pareil. Fou. C'est fou, ben raide, man. Les surnoms. Ouais, là, on est surnom. Exact. Là, on est rendu. OK, là, on va juste. On a eu des surnoms. On parlait de toi, de Crow. Je disais, c'est. C'est un peu évident, là, on s'entend, mais il y a peut-être un autre histoire. Bon, je jouais au football canadien, américain. Au secondaire, j'allais au secondaire au collège Jean-Eudes. Et tout le monde dans l'équipe avait un surnom. Et puis là, c'est rendu à mon tour de trouver un surnom. Puis là, tu sais, je savais pas quoi. Là, j'ai dit, guys, c'est quoi mon surnom? What am I? Un oiseau noir, l'oiseau noir. L'oiseau noir, le corbeau. Non, The Crow, c'est mieux, The Crow. OK, parfait, The Crow. Bon, ils ont écrit, OK, de surnom, The Crow. Puis c'est resté avec moi du football au kickboxing, au MMA. Puis je te comprends, ça sonne toujours mieux en anglais. Parce que moi, en français, le prédateur, je veux dire, je peux pas aller chercher ma fille à la garderie avec ce nom-là. Les éducatrices vont faire un exercice de feu et ils vont protéger toutes les Mais toi, le prédateur, c'est venu comment? Écoute, moi, tu sais, puis j'ai tout le temps dit que j'étais pas un grand athlète, mais j'étais un bon fighter. C'est exactement ça. Puis moi, au début, j'étais vraiment pas bon. Puis, mais j'avais une tête de cochon, puis je cherchais tout le temps quelqu'un pour s'entraîner, même après les sessions d'entraînement. Puis il me disait tout le temps, OK, tu cherches tout le temps une nouvelle proie, t'es comme un prédateur, puis ça a resté comme ça. C'est pas le nickname. Ben, moi, quand j'ai commencé, c'était quand même original. Oh. Il y a Downfry qui avait eu un prédateur. Mais après ça, il y en a eu plusieurs. Même quand je me suis battu. Mon dernier combat à l'UFC 210, on était 2 Predators sur la même carte. Bon. Il y a eu Desmond Green, puis il y a eu finalement Francis Ngannou aussi. Ngannou, c'est Predator aussi? Ouais, exact. Okay. Fait que, tu sais, c'est pas le plus
le plus original, mais t'as tout le temps une espèce de... Ouais, mais il y a toujours histoire. Il y a une petite histoire derrière le surnom. C'est pour ça que là, tu vas me nommer des... Parlant d'histoire, exactement. Tu vas me parler des pires surnoms, mais je veux pas trop insulter les gens que tu vas me nommer, mais si c'est pas bon, c'est pas bon. Non, mais c'est ça. Je veux dire, si c'est pas bon, c'est pas bon. Si tu nous écoutes, puis c'est pas bon, on va te le dire. On va critiquer le surnom, mais pas la personne, OK? Non, exact. Là, je vais commencer avec ceux qu'on connaît un peu plus, là, qui sont peut-être encore déjà actifs. Holly Holm, OK, on s'en rend peut-être pas compte, là, mais son surnom, c'est The Preacher's Daughter, et c'est mauvais, pas à peu près. Là. La fille du curé fait pas peur à grand monde. La fille du curé, la fille du pasteur. The Preacher's Daughter. Non, mais non. Elle aurait pu trouver quelque chose de mieux, non, genre. Mais c'est ça. The Preacher's Daughter that kicks ass, ou je sais pas. Non, ça marche la pas. fille du curé qui se... Ah non, man. Ça marche pas. Non. Il y a Carla Esparza, j'en ai parlé un peu avec Bruce, parce que Bruce, il voulait pas en nommer des mauvais. Il a nommé les meilleurs. Bam Bam, tout il va ça, Chuck Liddell, Iceman, ça a toujours été bon, mais Carla Esparza, qui a été 2 fois championne de l'UFC, c'est correct, ça, mais son surnom, je veux dire, elle mérite pas de ceinture pour ça. Là. Marketing zéro. Cookie Monster. Non. Calvaire. Cookie Monster. Qu'est-ce que ça va de bon sens, man? Next. OK, next. Hector Lombard. Hector Lombard a été longtemps sous le nickname de The Lightning. Hector Lombard. Ouais, exact. Puis à un moment donné, je sais pas ce qui est arrivé. Il est arrivé avec le nickname Showweather. Showweather. C'est son surnom, mais c'était une marque. Non, c'était parce que lui, il disait que peu importe la température qu'il fait, je vais performer. C'était ça son thinking en arrière de Showweather. Hector Showweather Lombard. Et en plus c'est mon chum. Hey, this is not... Hey, Hector, I don't want no problem, okay? I don't want no problem with you. Me, you, we're friends, no problem, okay? Je parle pas espagnol, mais je parle... Parce qu'il est cubain. Je parle pas espagnol, mais... John Jones, on le connaît comme Bone, John Bone Jones, mais son premier surnom, c'était pas ça. Son premier surnom, c'était dégueulasse. Son premier surnom, c'était Sexual Chocolate. Il a bien fait de changer. Hey, ça fait pas de sens. Sexual chocolate. Sexual chocolate. Mais ça, là, ça vient sûrement du... Attends, je t'ai gardé meilleur pour la fin. Le Prince à New York. Tu viens, le Prince à New York? Mais il y a un gars qui chante, tu sais, Eddie Murphy, il chante, puis à la fin, il dit « Sexual chocolate! Sexual chocolate! Sexual! » Puis celui avec Sexy chocolat! Sexy chocolat! Peut-être qu'il a pris de ça, man. Ça se peut peut-être, oh, man. Non. Bond, c'est beaucoup mieux. Ben, Bond, c'est beaucoup mieux. Joey Beltran, je sais pas si je l'aime ou je trouve ça mauvais, mais je trouve que ça sonne quand même bien. Lui, il est mexicain, puis il s'appelait The Mexicutioner. The Mexicutioner. The Mexicutioner. Qu'est-ce que je dis? Il n'y a rien à dire, mais... Non. C'est original, pareil, mais... Ouais, c'est original, hein? Ça peut... Tu sais, on s'en souvient, ça fait parler de Mexicutioner. Ouais, monsieur. Bon, OK. Je pense que le monde n'a pas réalisé comment c'est mauvais parce qu'ils n'ont peut-être pas compris, mais Joe Lozon, c'est J-Lo. Ouais, J-Lo. J-Lo. Comme Jennifer Lopez. Ouais, c'est... C'est très mauvais. C'est laid. C'est très mauvais. Ouais. Un gars qui s'appelait Ron Waterman. Lui, il s'appelait H2O. Il n'a pas cherché très, très loin. Waterman, H2O. Il n'a pas cherché très, très loin. Et là, on rentre dans solide. Charles Bennett. Bennett. Son surnom, Felony. Bon, OK. Parle-moi Dave. Charles Bennett, son nom, Felony, pour ceux qui ne savent pas. Felony, ça veut dire crime. Ce monsieur-là, il a eu des problèmes avec la police, tout ça. Quand tu as des problèmes avec les autorités, appelle-toi pas crime. Prends un nom plus low-key, low profile, comme le boulanger, le boucher, je sais pas, mais... appelle-toi pas crime. Non. Il a été arrêté pour plein de conneries, ce gars-là. Séquestration et tout. C'est un fou, ce gars-là. Mais c'était un entertainer dans Entertainer, mais appelle-toi pas crime. Avec son grills. Hey, tu vas en cours. Moi, je suis juge direct. Jail. Je dis même pas coupable. Je dis jail. Prison direct. Dehors. Bon. Il y a Bolo Young qui nous demande Beltran, c'est lui qui avait un tatou de Johnny Cash. Non, ça, c'était Alan Belcher.
Alan Belcher. Alan Belcher, faut que tu saches que c'est Johnny Cash. En passant. Mais il y a une photo très drôle de ça parce que moi, il m'a choqué ici à Montréal après m'avoir fait un espèce de pie driver. Puis il me choque avec son bras de Johnny Cash. On dirait que Johnny Cash me donne un bec, ça joue. Si tu regardes ça, c'est à l'UFC, je sais plus, l'UFC 113, je pense, à Montréal aussi. Il me choke, puis Johnny Cash, il me donne un bec, ça joue. C'est hilarant. Dakota Bush. Tu vois où est-ce que je m'en vais avec ça? Dakota Harry Bush. Dakota Bush. Attends, Dakota Bush, ça c'est son vrai nom. Oui. Et son surnom c'est Harry. Harry. Mais tu vois, ça c'est les jeux de mots, c'est entertaining, c'est drôle. C'est drôle. C'est pas mauvais, mais c'est drôle, mais c'est mauvais, man. Harry Bush. Ça. Attends un peu, le meilleur. Il en reste un, là. Mais, tu sais, Pitbull, The Predator, Assassin, tu sais, c'est eux autres qui ont été vraiment les plus... ça a été abusé, ça. C'est Baby Assassin, Silence Assassin. Combien de Pitbull qu'il y a, Pitbull. Il y a plein de combattants Pitbull. Plein. Même à l'UFC, il y en avait plein, là. T'as Thiago Alves, t'as André Arlovski. Half Gracie, Pitbull. Half Gracie, t'as Patricio Pitbull, Ferreira. Il y en a plein. Il y en a trop. Le meilleur, en tout cas, moi, le meilleur, il s'est battu le mois passé, premier combat professionnel, c'est monsieur Jeremy DeLeon. Pas important que vous connaissez votre nom, mais son nickname, Jeremy, your mom's new boyfriend, DeLeon. Bon. Hey, ça, là. Le nouveau chum à ta mère, c'est ça le. Tu sais, s'il avait gagné, ça aurait été bon, mais il s'est fait péter, là. Il s'est fait manquer. Ok, fait qu'il est 0-1. Il est 0-1. 0-1. Ah non. Mom's new boyfriend. Change de stratégie pour ton prochain combat et change de nickname aussi. Non, les gens, ils ont de l'imagination, mais sois original. Tu sais, vous voulez avoir des commanditaires, tout ça, vous voulez avancer dans votre carrière. Non, exact. Appelle-toi pas Crime. Appelle-toi pas. Hey, appelle-toi pas le boyfriend. New ça. Boyfriend of your mom. N'importe quoi. N'importe quoi. Hey, ça, c'est quelques-uns qu'on a cherché puis que j'ai trouvé. Je voulais savoir ta réaction là-dessus, mais il y en a qui n'ont pas cherché loin, il y en a qui ont cherché trop loin d'un fois. Mais regarde, il y a toujours une histoire en arrière de ça. Ouais, c'est ça. Puis souvent, ben, tu sais, ça va te définir que quand tu entends ton nickname, tu dis, OK, tu te rappelles d'où ça vient, puis whatever. Peut-être c'est ça aussi. Peut-être aussi, genre, les nicknames, les surnoms comme Cookie Monster. Peut-être nous autres, on est comme, what the hell, mais peut-être qu'il y a une histoire derrière ça, puis peut-être ça les motive. Peut-être les biscuits, ça le Cookie Monster, c'est quelqu'un qui mange beaucoup de biscuits. Okay, peut-être les biscuits, ça la motive. Peut-être ça le rapporte. rapporte. Je me rappelle, il y en a un qui s'appelait, ça lui rappelle c'était Cheesecake. Ouais, parce qu'elle disait qu'elle faisait un bon cheesecake, là, c'est une fille, là. Non, il y avait Cupcake aussi. Ouais, Cupcake. Michotate, Cupcake. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, on s'en souvient, on s'en rend plus compte parce que c'est rendu des stars, comme Michotate, mais Cupcake, c'est moyen aussi. Là. Mais bon. Dave, on est rendu au clip technique. Donc, aujourd'hui, on vous présente une clé de bras un peu modifiée que celle-là que tu as faite la semaine passée. On parle du Kimura, donc on va vous présenter le Kimura de la garde et le sweep, le Kimura sweep. Alors, Kimura de la garde. Kimura, c'est une clé d'épaule. Il faut attaquer le bras. Il y a vraiment un angle qu'il faut garder précisément sur le bras. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre mes deux pieds à terre. Je vais agripper le poignet en premier du bras que je vais attaquer. Je vais m'asseoir très loin, passer mon bras dans le trou ici et aller chercher mon propre poignet. Là, vous voyez, le bras est à 90 degrés. C'est la clé pour réussir un Kimura. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller sur mon dos, mais avec un angle ici. Et pour être sûr et certain de terminer la technique, je vais aller sécuriser ma position en mettant ma jambe par-dessus. Comme ça, il ne pourra pas passer. Je garde le bras à 90 degrés et tout ce que je fais, c'est que je pousse le poignet par-dessus le coude. Donc, ça fait une clé d'épaule. Kimura de la garde. Ici, les mains sont au sol. Pied à terre, poignet. Je m'assois, je vais chercher mon poignet. Je me rassois et je viens sécuriser ma position avec ma jambe. Et là, je garde le bras à 90 degrés et je pousse. Kimura de la garde. Alors, Kimura sweep de la garde, si le Kimura ne marche pas ou se défend adéquatement, ce que je fais, c'est que je mets mes pieds à terre, j'attaque encore le Kimura normalement, mais là, il va aller mettre ses mains ensemble ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je peux pas sortir le bras à l'extérieur, je vais aller m'asseoir et mettre tout mon poids sur ma main,
Et là, je vais garder le bras très serré, je vais monter mes hanches et je vais tourner son coude à l'intérieur du trou que j'ai formé ici. Ah. Je vais être capable de faire un renversement. Il va tomber en position montée complète. Alright, d'accord? Kimura sweep. J'attaque le Kimura. Il prend ses mains ensemble. Je viens le mettre sur ma main. Serre le bras. Et là, je vais lever mes hanches et pivoter le coude à l'intérieur. Hop, hop. Et je prends la position montée complète. Kimura sweep. Merci encore. Vous êtes plein, vous êtes beaucoup de monde qui est sur le chat. Et c'est ça qu'on voulait aussi. On voulait créer une communauté sur le chat aussi, que vous parlez entre vous autres. C'est fantastique. Il y en a un, Johan Bergeron, qui nous parlait de Crazy Horse aussi. Crazy Horse comme un nickname. Crazy Horse, ouais. Heath Herring. Heath Herring, exact. Il y en avait un autre aussi. Attends, je me souviens plus, mais Crazy Horse. Ça en était un autre. En boxe, il y avait Joel Love Child Julio, aussi Alexandre Veillette qui nous dit ça. Caleb Plant, Gab Bob qui nous dit Caleb Plant, c'est Sweet Hands. Donc, au moins, c'est pas Pillow Hands. Ouais, c'est ça. Au moins, c'est pas ça. Et vous êtes plusieurs à avoir apprécié l'entrevue de Bruce Buffer. Là, je veux dire, c'est généreux comme jamais. Ça pas d'allure. Quel homme. Quel homme. On est rendu au pari de la semaine, Dave, présenté par Sport Interaction. Il n'y a pas de gala en fin de semaine d'arts martiaux mix, un petit peu partout. Donc, on s'est en allé vers la boxe. Il y a un combat de boxe quand même assez important. Et maintenant, quand vous avez un bonus d'inscription de 100% de votre mise jusqu'à 1000 $, donc vous pouvez mettre 1000 $, on va vous mettre 1000 $ en plus. Donc, c'est intéressant de faire un dépôt là. Donc, jusqu'à 1000 $, on vous redonne un autre 1000 $. Donc, c'est quand même le fun. Et là, on vous parle justement du combat de boxe, Canelo Alvarez et Charlo. Donc, Jermell Charlo. Évidemment, Alvarez, il est favori. Ouais. Ça se passe et Charlo monte de catégorie de poids. Attends, j'ai oublié de dire, il y a le code QR aussi. Là. Donc, si à la place d'aller tout chercher ça, là, vous pouvez scanner le code QR. Donc, vous allez tomber directement sur cette mise-là. Canelo Alvarez, il y a deux affaires là-dedans. Bernard Hopkins, lui, a dit que Jermell Charlo avait beaucoup de chance peut-être de détrôner Canelo Alvarez parce qu'Alvarez, on ne sait plus qu'est-ce qui reste dans le corps comme motivation. Sauf que ça fait, je pense, la 6e fois qu'il se bat au mois d'octobre pour les Mexicains. Là, on est encore dans l'espèce de... Cinco de Mayo, là? Non, pas Cinco de Mayo, mais c'est sur le jour d'indépendance du Mexique. Ouais. Donc, il se bat tout le temps là, ça le motive un peu plus, mais qu'est-ce qui lui reste dans le corps comme tel? Évidemment, on regarde les cotes, Jermell Charlo est peut-être quasiment 3 contre 1, mais ça se passe à Las Vegas, au T-Mobile Arena. Jermell Charlo, 35 victoires, une seule défaite, un combat nul. Et de l'autre côté, Canelo Alvarez, évidemment, 59 victoires, 2 défaites, 2 combats nuls. Je veux dire, c'est une bête à faire. Moi, je pense que c'est une chance à prendre, on s'entend. Moi, tu sais, Alvarez, on l'a vu dans les derniers combats, je ne l'ai pas trouvé aussi affamé qu'il était avant. Il a ralenti. Canelo a ralenti. Il est très actif. Très actif, mais Charlo monte de 2 catégories. Il passe de 154, 160, il monte à 168 pour se battre contre Canelo. Et Charlo aussi, c'est pas battu. L'inactivité, c'est pas bon pour les fighters. Hein. Ça fait 1 an et demi ou un peu plus qu'il s'est pas battu. C'est long, ça. C'est très long. Et puis Hopkins dit ça de Canelo parce qu'il veut que Canelo perde parce que Canelo est parti de Golden Boy. Ah oui. Il est parti, il est plus dans son écurie. Non, c'est son premier combat sur son contrat de 3 combats de 100 millions qu'il a signé. Là. Ouais, exactement. Alors, je suis pas surpris que les Hopkins et De La Hoya disent que Canelo peut perdre. Mais ça va être un bon combat. Ça va pas être facile pour Canelo, c'est sûr, parce que même si Charlo monte de catégorie, il est plus grand, il est plus long. Il a un meilleur reach. Exact. Alors, on va voir. Mais Canelo est plus habitué à ce poids-là. 168 livres, c'est... 100%. C'est pour ça qu'il a été inactif aussi. Il s'est buildé un peu de muscle aussi. Mais là, tu sais, il va avoir ce muscle-là à traîner en surplus aussi. Canelo, c'est pas le plus mobile au niveau du footwork, mais au niveau de la tête, au niveau de la défensive, très dur à toucher, par exemple. Canelo, 2 défaites. Floyd Mayweather et Bivol. Une légende invaincue et Bivol qui est très fort, qui est invaincu aussi. Hein? Alors, c'est un boxeur russe invaincu. Alors, c'est vraiment... C'est un bon combat, mais moi, je donne l'avantage à Canelo quand même.
Il y a Gab Bob qui nous dit Canelo travaille juste en power shot. Ouais, mais si t'es pas capable de le toucher, je veux dire, t'as bien beau travailler technique. Il faut que tu sois capable de gérer la distance aussi avec Canelo. C'est ça qui est dur. Avec l'avantage de portée de Charlo, je pense que ça va être une clé dans ce combat-là aussi. Là. Exactement. Oui, il y a beaucoup de power shot, mais il est très intelligent. Il bouge la tête bien, il se déplace bien, il gère le ring comme il faut. C'est pas quelqu'un qui va juste foncer directement. Il va prendre des angles. Il est très intelligent, Canelo. Ouais, et Alexandre Veillette qui nous dit Alvarez a l'air d'être au bout de ce qu'il a donné. C'était pas mal, mais il a tellement accompli. Puis c'est vrai. Puis c'est ça que j'ai pensé en regardant ses derniers combats, mais il reste que le talent est là. Mais c'est la bête la plus intéressante, là, moi je trouve que j'ai trouvé. C'est la bête la plus intéressante pour lui. Puis si vous voulez y aller avec un combat nul, eh bien c'est 17 fois votre mise. Donc si vous voulez aller avec un combat nul, vous mettez 100$, vous gagnez 1700$. Donc si ça vous tente d'être vraiment gambler, donc vous pouvez aller. Hey, juste avant, on a un appel sur Zoom, Mathieu, et on va le prendre, ça sera pas long. Je veux revenir sur la victoire de Charles Jourdain en fin de semaine. Parce que c'est une victoire extrêmement importante pour lui. 2 victoires de suite, mais surtout, il est allé passer une guillotine, une soumission à un combattant qui lui ressemblait quand même au niveau du style. 2 bons strikers, 2 ceintures noires du jiu-jitsu brésilien. La guillotine à Charles, avec un seul bras aussi, elle est vraiment profonde, elle est vraiment deep. Puis, il y croit. Puis, 2 affaires là-dedans. Il a cru à sa guillotine après à peu près 3-4 fois. Il l'a essayé. De l'autre côté, Ricardo Ramos ne l'a pas assez respecté. Puis il est tombé dedans. Ouais. Donc, tant mieux pour Charles. Écoute, c'est une belle victoire. Il a fait, en plus, il a eu le bonnet de la victoire. Il y a eu un 50 000 de plus à sa bourse. C'est fantastique. On sait, c'est plus un secret de polichinelle. L'UFC vient à Toronto le 20 janvier. Je veux dire, ils veulent pas en parler, mais tous les combattants en parlent. Là. Des combattants canadiens, quand ils gagnent, ils disent « Oh, je veux me battre là. » Fait que je pense bien que le prochain combat, on va voir Charles Jourdain dans l'octogone le 20 janvier à Toronto. Et là, il a challengé Cobb Swanson. C'est pas la première fois qu'il challenge. Okay. Il le veut, ça fait longtemps. Puis Cobb Swanson, il trouvait que c'était pas un combat bien pour lui au niveau du classement, du ranking. Rappelez-vous quand même que Cobb Swanson, 2 combats qui sont au Temple de la Renommée. Un face à Charles Oliveira et l'autre face à Do Choi. Wow. Les 2 se sont passés à Toronto. Wow. C'est une place qui adore combattre. Ça serait parfait un combat avec Charles là-dessus. Est-ce que Cobb Swanson, est-ce qu'il est dans le top 10? Là, il l'est plus. Il n'est plus dans le top 10? Non. OK. Là, il l'est plus. Ça, il avance en âge, mais ça reste toujours un nom qui est vendeur. C'est un beau nom à avoir sur ta fiche de victoire aussi, même s'il n'est plus ce qu'il était, on s'en fout. Tu sais, je veux dire, Charles, il a battu Crown Gracie. Tu te rappelles-tu du combat? C'était un combat safe, mais intelligent. Mais aujourd'hui, on s'en fout. Tu regardes la fiche. À la fin de la journée, tu regardes la fiche. Il y a un W contre Crown Gracie. Il y a un W contre un Gracie. C'est ça l'important. Et là, ils viennent de finir Ricardo Ramos. C'est une super belle performance. Donc, chapeau à Charles. Et il faut les suivre. Il faut leur donner de la publicité. Il faut donner de l'exposure. Ils sont 4 Québécois à l'UFC. 4 Québécois. Dans un mois, il y a Marc-André Barriot qui va se battre contre Michel Ferreira. Ça va être un feu d'artifice. Ça va être incroyable. Mais, Colin, ils sont 4. Là. Donc, tu sais, les médias d'ici, oui, Georges est parti, ça fait mal, mais il y en a d'autres. Puis si on veut avoir une... On avait construit une espèce de... On avait construit une belle... je veux pas dire religion, parce que ça, c'est trop... mais... Une petite famille, là. On avait construit quelque chose de bien avec les arts martiaux mix. On a commencé avec combat extrême, arts martiaux mix. Puis on a rendu le sport plus accessible. Et là, finalement, là, Georges est parti. C'est sûr, ça a fait mal, mais là, il y en a d'autres. Puis si on veut garder la relève active, ben, il faut leur donner de l'exposure quand il y a des belles victoires comme ça. Puis Charles, je sais qu'il est très vocal là-dessus, que ça le dérange ici, peut-être qu'on n'en parle pas assez. Évidemment, les pas spécialisés vont en parler, mais le reste... C'est des athlètes d'ici, puis c'est pas parce qu'ils font c'est pas parce qu'ils font des sports de combat qui s'entraînent moins ou qui sont moins talentueux que les autres, tu comprends? Fait qu'aujourd'hui, où ce que les arts martiaux mix sont rendus, les gars, ils s'entraînent aussi fort que des athlètes olympiques. Là. Je veux dire, tu peux pas faire ça à temps partiel, c'est impossible si tu veux performer avec l'élite mondiale. À ce niveau-là, avoir une victoire ou bien juste être sous contrat avec le UFC, il faut que tu t'entraînes à temps plein. Il y a des sacrifices énorme à faire pour se rendre à ce niveau-là. Et tu sais, il y a se rendre à ce niveau-là, mais rester à ce niveau-là. Barriot, il y a Charles Jourdain, ces gars-là, ils sont au UFC, ça fait un bout de temps, ils sont là, ils se sont rendus, mais ils restent. Alors, ces gars-là s'entraînent comme il faut, ils font les sacrifices nécessaires, il faut les supporter la relève.
Let's go, tout le monde. Let's go. Exactement. Hey, on a quelqu'un avec nous autres sur Zoom. Mathieu. Salut, mon chum. Salut. Hey, comment ça va? Ça va bien, vous? Ça va bien? Tu viens d'où, Mathieu? Je viens de Québec. All right. Capitale nationale. All right. Tu connais-tu les gyms un peu à Québec? Ben, je connais toutes, mais je vais pas. T'es un fan de salon? J'étais un fan de tout. Samouraï MMA aussi. Je suis été à leur dernier gala. Cool. Ah, ça, non, c'était au Capitole à Québec. Ça, c'est une autre affaire aussi. T'as encouragé la relève d'ici qui passe par là, qui passe par Samouraï. C'était-tu un bon show? Ouais, c'était vraiment un bon show. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Ils ont tout donné. Fait que là, t'as-tu une réponse à notre question? Notre question qui était, d'après toi, là, un des pires nicknames de combattants qui existent. T'as-tu ça en tête? Ben, j'ai essayé de chercher, mais quand t'as dit Cocky Monster, là, ça m'a fait moi, ben, qu'un. Il va te dire à battre, ça, là. Il a pas pire. tu l'as sorti déjà. Fait que toi, tu suis pas mal tout. Là. Tu suis Bellator, UFC, tu suis pas mal je tout. suis, ouais, exactement. Quand j'en entends qu'il y a un vraiment bon qui est dans Bellator, je vais aller le checker, c'est sûr. Je vote. Ben, j'ai commencé avec la UFC pareil. Là. Ouais. La UFC, ça reste quand même le top du top. Puis c'est qui, là, ces temps-ci que tu regardes pas mal? Là? J'aime bien Dustin, Justin Gagey. J'aime bien la catégorie des lightweight, dans le fond. Ah, ça bouge. Ça n'a aucun bon sens. Cette catégorie-là, c'est la plus profonde en talent. Là. Je veux dire, le top 5 est juste... C'est comme un Shark Tank. Là. Ça n'a aucun bon sens. Le top 5, c'est... Ils peuvent tous se battre un ou l'autre, sauf le champion, genre. Ouais, mais OK, on va parler justement de ça. Là, il arrive la revanche, là, Oliveira contre Makhachev. Là. C'est quoi ton opinion là-dessus? Tu penses-tu qu'Oliveira va être capable d'aller rechercher? Parce que il s'est fait clipper le premier coup. Je pense pas qu'il a performé comme qu'il était supposé, mais c'est ça le problème avec Oliveira. Des fois, il y a des hauts et des bas. Puis je sais pas si tu t'en souviens, quand il s'est battu contre Gagey, il s'est fait sonner. Quand il s'est battu contre Chandler, s'il avait pas perdu la tête, il aurait été champion. Là. Mais là, il a perdu la tête. Puis finalement, Oliveira est revenu. Fait que, tu sais, c'est ça qui arrive aussi. Mais moi j'aime Charles Oliveira. Là. J'ai de la misère à miser contre lui, même si c'est Makhachev, je sais qu'il est très, très bon. Mais toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? Mon opinion là-dessus, c'est que ça fait mal. Charles Oliveira, il est très bon debout aussi, sauf que le monde a de la misère à oublier qu'Islam Makhachev, c'est pas juste un grappler. Là. Ouais, il l'a montré à chaque fois, il est capable de les dropper sur le cul, puis après, c'est comme ça qu'il les achève. Non, ben c'est ça qu'il avait fait avec Oliveira, avec un crochet de la ça, gauche. J'ai l'impression que ça va ressembler à ça, pareil. Là. Puis en plus, là, il va y avoir bien des fans, là, parce que ça se passe à Abu Dhabi. Là. Makhachev va avoir la foule derrière lui, là, ça, c'est sûr. C'est ça pour une fois. Là. Yeah, exactement. Et Chandler, Connor, qu'est-ce que tu penses? Je sais même pas si ça va arriver, mais ce que je pense, c'est check. Team Connor. Team Connor! Oh! Notorious! Je l'aime bien, Connor. Même si contre Chandler, j'ai l'impression que Chandler il est encore plus là que Connor pour l'instant. Là. Ouais, mais tu sais, au bout du point, techniquement, Chandler est pas là pantoute. Non. Techniquement, Connor il est au-dessus, vraiment, vraiment beaucoup. T'sais, je veux dire, le footwork, s'il revient le corner comme qu'on connaît, ça va se passer à 170, par exemple, va être un peu plus pesant, mais son footwork in and out, qu'est-ce qu'il a fait avec José Aldo, juste, puis sa précision aussi, je veux dire, il est vraiment au-dessus de Chandler. Mais Chandler, c'est un guerrier, man. Mais t'as dit corner contre José Aldo, ça, c'est plus le corner. Ce corner-là non, mais c'est ça, exact. Ce corner-là n'existe plus. Il avait besoin d'argent dans ce temps-là. Ce corner-là, le corner, aujourd'hui, il a un yacht. Il y a un yacht Lamborghini, il y a un bateau Lamborghini. Quand t'as un bateau Lamborghini, là, les entraînements en plus que tu fais quand t'as $50 dans le compte de banque, t'as plus envie de les faire. T'as plus envie de t'entraîner comme avant, tu sais. Tu demandes pas à tes chums de chipper pour la gaz. Exactement. C'est différent, man. Il est pas milliardaire, mais multimillionnaire. Il est pas loin. Il est bien. Il est bien. Il a investi son argent dans le Proper 12 et compagnie. 12. Ça va bien, ces affaires, Connor. Même s'il a perdu ses, je sais pas combien de derniers combats. S'en fout. Hein. La dernière fois qu'il a gagné, c'est quoi qu'il disait? Il y a un gars dans une conférence de presse qui a dit la dernière fois que tu as gagné, c'est quand Obama était président. Ouais, mais je pense que c'était quand. La dernière fois qu'il a gagné. Ça fait longtemps, man! Obama, ça fait longtemps. Yes, we can. Je pense que c'est contre Donald Cerrone. Je recheck, là, mais je pense que c'est contre Donald Cerrone la dernière fois qu'il a gagné. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais.
Ça fait Ah, longtemps. ben, cool, man. Mathieu, merci bien gros de nous suivre et de nous appeler. Yes. Ça fait très plaisir de te parler. Ça fait plaisir. Yes, man. moi aussi. Merci les boys. Merci. Continuez Merci à votre toi. podcast. Bonne Merci. fin de soirée. Ciao. Bonne soirée. Et là, il y en a qui parlent évidemment là, de que Oliveira, il y a Marco Dénommé qui dit Oliveira, aucune chance. Il y a Francis Baillargeon qui revient par la suite. Il dit Oliveira for the win. On a de la misère à. En tout cas, moi, j'ai de la misère à pas haïr, mais pas donner des chances à Oliveira. Son histoire est quand même cool. Belle histoire. Une belle histoire, puis il est devenu champion. Puis c'est sûr que je veux dire, Matchef, c'est un monstre. Là, Monstre, puis. Je dis pas que ça va être facile, mais il va gagner. Moi, je lui donne l'avantage. Un Matchef? Ouais. C'est à cause de son style. À cause de son style, la manière qu'il est, sa ténacité et tout. Oliveira a beaucoup de millage. Mais est-ce que tu te souviens-tu quand la soumission est passée, trouves-tu qu'Oliveira a tapé vite? Ça s'est fait bang dans le même. Je comprends que le arm triangle là, était vraiment. Le arm triangle, excuse-moi, était vraiment bien placé. Ça s'est fait vite. Mais on parle de Charles Oliveira, là, lui qui a le plus de victoires par soumission dans l'UFC. C'est pas un 2 de pique à terre. Là. Je comprends, il était bien placé, mais on n'a pas senti qu'il allait se défendre. Il s'est fait sonner avant? Oui, il s'est fait dropper, mais je pense pas qu'il était si sonné que ça. Mais c'est ça. Je trouve que. Je suis qui pour juger? J'ai été là, mais en même temps, c'est pas moi qui était dans la prise. Mais je trouve que pour Oliveira, un autre, ça m'aurait pas dérangé, mais pour Oliveira, je trouve qu'il a abandonné vite. Un submission master comme lui. Ouais. Philippe qui est sur Zoom, qui va venir nous jaser encore une fois. Philippe, comment ça va? Salut Philippe! Oh, t'entends pas, mon chum? Pas de son. On n'a pas de son. On t'entend pas. Ouais, t'es sur mute. T'es sur mute, Philippe. On va essayer de leur pogner. On parle aussi, là, on dit qu'Oliveira est trop intelligent. Au premier combat, il s'est fait clipper, mais je veux dire, c'est pas parce que t'es pas intelligent que tu te fais clipper. C'est juste de. Puis il y a eu un bon timing de match-up aussi. Ouais. Mais écoute, regarde, c'est tout un combat. Puis cette carte-là est quand même assez folle. À Abu Dhabi, là, tu vas avoir Costa contre Chimaev aussi. Kazmat Chimaev. Ça va être la fun. Puis Chimaev, tu sais qu'il y a. Oh, à 185? Paulo Costa contre Kazmat Chimaev. Puis tu sais que Chimaev, il a sacré son. Il représente plus la Suède. Hein? Il a sacré son camp. Là, il est devenu citoyen des Émirats Arabes Unis. Hamzat, il est Ouais, parti. exact. Sais-tu pourquoi? En tout cas, pour les hommes, je peux comprendre, mais je veux dire, parce qu'il trouvait que la liberté d'expression en Suède était pas assez bonne pour lui, puis il s'en va aux Arabes Unis. Et là, je suis comme, OK, on connaît peut-être pas toute la même histoire, mais en tout cas, c'était ça son excuse. Mais là, il ne représente plus la Suède. Il va présenter justement les... Justement, Hamzat peut plus faire 170 livres, hein. Je pense que c'est pour ça. Ben, écoute, le dernier combat, il est arrivé à 183 livres, je pense. Même à 185, il va être dangereux. Hein. Il va être dangereux, même à 185 livres. Je pense que oui. Puis c'est un animal, honnêtement. Il est très, très fort. Simon, es-tu revenu, notre Philippe? Il est encore sur mute? Pas encore. Pas encore. Bon, mais garde Phil, tu nous rappelleras la semaine prochaine, ça va faire plaisir. Hey, Next week. là, on va parler de pour finir, on va parler de l'invité de la semaine prochaine. Parce que, honnêtement, oui, on en reçoit des gros noms, des noms connus, mais pour vrai, de tous ceux-là qu'on va avoir, je pense que la semaine prochaine, c'est celui que j'ai le plus hâte de recevoir. Vous le connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui est essentiel avec ses connaissances dans notre sport. C'est un docteur en neurologie, Louis de Beaumont, qui est une sommité au Canada au niveau des études post-trauma et commotion cérébrale. Et la semaine prochaine, on va l'avoir au podcast en français. Il y en a qui vont être contents. En français. Mais on va pouvoir poser toutes les questions sur la gravité des commotions cérébrales. C'est quoi la dangerosité d'en avoir une? Toutes nos questions sur les commotions cérébrales, préparez-les aussi. On va lui parler. Il va nous donner. Il est super généreux. Il va rien nous cacher. Puis, tu sais, dans notre sport, veux pas. Ça fait partie de la job. Tu te fais knocker, tu as une commotion. Puis même si tu te fais pas knocker, je veux dire, moi, j'ai 35, 37 combats, mais j'ai 15 ans d'entraînement en arrière aussi. Fait que j'ai 15 ans de coups de poing sur la tête. Je dis, même, je m'ai jamais fait knocker. T'as combien de combats?
On a les mêmes combats. 35 combats, ça fait 35 camps d'entraînement. Fait que c'est pas seulement les combats qui comptent. Il y a beaucoup plus de rounds, de sparring, de coups à la tête dans le camp d'entraînement que dans le combat. Ouais. Il y a des combats qu'on a gagnés en 15-20 secondes. C'est mais on a reçu, exactement, mais on a reçu des coups dans les camps d'entraînement. C'est ça que les gens sont pas au courant. Ils réalisent pas qu'il y a les camps d'entraînement, c'est ça qui raccourcit la carrière d'un combattant. Exact. Puis de plus en plus, parce que si tu disais le camp d'entraînement, tu essaies que le camp d'entraînement soit plus dur que le combat. C'est ça que tu essaies. Ouais. Mais de plus en plus, avec les connaissances, il y a beaucoup moins de combattants qui vont faire des gros sparring, surtout quand ils sont pas en camp d'entraînement. Moi, j'en faisais pas. Puis à la fin, dans mon camp d'entraînement, je faisais un gros sparring par semaine, juste un. Moi aussi. Puis d'un fois 2 quand on arrivait un petit peu plus proche du combat pour avoir T'as pas le choix à un moment donné parce que tu veux mettre ça le plus vrai possible. Mais attention, quand on a commencé, on sparrait 4-5 fois par semaine 4, à 5. Soigner dans la tête. Puis, mais c'était ça qu'on connaissait. T'sais. Au début, on faisait ça à l'ancienne. Les gars du old school, les anciens boxeurs, les anciens kickboxeurs. Il faut mettre les gants au moins 3-4 fois semaine. Fait qu'on écoutait ce qu'ils nous disaient. Puis mais à la fin de la carrière, non, même pas fin de la carrière, mi-carrière, moi, j'ai commencé un gros sparring par semaine, c'est tout. Je suis content que j'ai fait ça. Et puis tu sais, il y a même des boxeurs, Pacquiao, qui ne fait pas de sparring 2 mois avant un combat. Rendu où ce qu'on était, on sait c'est quoi recevoir un coup de poing sur la tête. Tu n'as plus besoin d'en faire autant. On n'est pas tous des Sean Strickland dans l'entraînement non plus, que lui fait juste ça à 100%. Mais en tout cas, je vous le dis, ça va être ultra intéressant, très éducatif. Moi, j'ai tellement hâte de recevoir lui de Beaumont. Je travaille avec lui pour mes symptômes post-commotion. J'en ai pas, mais pour prévoir, je le vois tous les 3 ans pour faire ces tests-là. Il va nous parler aussi qu'est-ce qu'on peut faire si on a une commotion pour peut-être pas rétablir, mais améliorer notre sort aussi. Moi, je suis vraiment excité de le recevoir. Donc, ça va être Louis de Beaumont la semaine prochaine, docteur en neurologie. Un gars qui est beaucoup plus intelligent que nous deux. Donc, vous allez voir ça la semaine prochaine. Dave, merci encore. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse, La Poche Bleue. Merci beaucoup. Simon Cohen qui est en arrière, qui fait un travail extraordinaire à la réalisation. Vicky Bouchard qui nous fait des belles images pour ça. Louis-Philippe Doré et Julia Demers sur les médias. Merci encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Ultime Podcast.